Merci à tous d'être venus. C'est difficile d'ouvrir la conférence, donc pour que ça n'apparaisse pas comme un débat statique, vous êtes à tous les moments libres de prendre la parole. Vous me faites des grands gestes, je suis très myope, donc n'hésitez pas à faire vraiment des grands gestes pour prendre la parole et on vous la donnera bien volontiers. Alors, on aurait pu partir sur un débat déjà assez philosophique pour savoir si Internet est un média, mais finalement je me suis dit que ça allait être un peu compliqué et un peu philosophant, chiant. Donc on va faire 3 parties. La première partie, ça va être sur les usages de l'audience, de ceux qui lisent chacun des pays représentés, le Sénégal, Haïti et l'Égypte, pour savoir comment l'audience dans ces pays-là interagit avec le numérique et les médias traditionnels. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est plus sérieusement à propos de comment on vérifie une information qu'on a trouvée sur les réseaux sociaux, comment on sait qui est derrière Loulou18 qui a posté cette vidéo sur YouTube, comment on peut s'en servir après comme matière d'information. Chacun des panélistes va raconter comment il fait avec sa rédaction. Et puis, dans une troisième partie, parce qu'il faut toujours avoir 3 parties dans un débat, nous parlerons plus généralement de là où chacun de ces pays en est sur la révolution médiatique qu'ils vivent, et ce, pour certains, depuis 2 ans, et comment ça apparaît dans les interactions avec l'audience et dans les nouveaux outils qu'ils mettent en place pour informer la population. Alors, je vous présente donc Boubasso, ici avec la chemise verte, donc qui s'occupe du site web et des services mobiles pour Le Soleil, donc au Sénégal, qui est un journal dont vous avez tous entendu parler, qui est un journal public. Boubasso, auparavant, vous vous êtes occupé du Dakar Blog, qui est un blog... Comment ? Dakar Bondi Blog, donc pour les francophones, le Bondi Blog, c'était un blog qui s'est occupé des émeutes en France il y a quelques années déjà, et qui a développé des antennes au fur et à mesure en Suisse et en France dans différentes villes. Et à Dakar, c'était la première fois que nous avions le Bondi Blog ailleurs qu'en France et en Suisse. Nous avons aussi Godson Pierre, donc vous êtes journaliste et consultant en Haïti, vous êtes présentateur et chroniqueur multimédia pour une radio qui s'appelle Kiskeya, et vous coordonnez l'action du groupe Média Alternatif qui, je résume, se propose d'aider à la diffusion des informations dans un but démocratique. Voilà. Et puis, nous accueillons aussi... Kiab Elzelaki, donc vous êtes le directeur du développement et de la mutation, je dirais, pour un quotidien en Égypte qu'on traduit par l'Égyptien indépendant. Vous occupez également de tous les services mobiles, des développements numériques en général, et également de la mutation, je dirais, des compétences à l'intérieur des rédactions entre le print et le monde numérique. C'est bien ça ? Ok. Alors, nous allons donc commencer par la première partie. J'aimerais que chacun d'entre vous puissiez faire une photographie de l'audience qui vous lit. Est-ce qu'ils sont plutôt mobiles ? Est-ce qu'ils sont plutôt réseaux sociaux ? Si oui, lequel ? Est-ce qu'ils sont plutôt médias traditionnels ? On va commencer avec vous, Boubasso. Donc, au Sénégal, vous avez à peu près 13 millions d'habitants. Vous avez un taux de pénétration du mobile exceptionnel dans le monde, avec 11,5 millions d'abonnés au mobile. Vous voyez quand même la teneur des chiffres. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre audience ? Merci beaucoup. Bonjour. Alors nous, en ce qui nous concerne, donc il faut comprendre, si je peux juste compléter la présentation. Donc Le Soleil est un journal, un quotidien papier qui est le quotidien national, donc qui est un média de service public qui existe depuis 42 ans et qui entame depuis quelques années ce fameux virage vers toutes les nouvelles technologies, donc le web, le mobile, etc. Alors c'est pas facile ni par rapport à notre public et encore moins à l'interne parce que c'est une très vieille maison avec ses habitudes et aussi un certain nombre de contingences, donc services publics,
Le directeur général, qui est aussi directeur de publication, est nommé par décret présidentiel. Notre ligne éditoriale, entre autres, fait en sorte que nous portons la parole gouvernementale. Donc, il y a un certain nombre de choses, nous avons un certain nombre de contraintes. Voilà, c'est juste pour compléter un petit peu le contexte. Sur la partie mobile, pour régler le problème assez rapidement, nous, malheureusement, on est un petit peu en retard, nous, dans la maison, c'est-à-dire qu'on s'en rend compte maintenant qu'il faut qu'on aille vite sur cette question, justement parce que récemment, il y a de plus en plus d'études, il y a de plus en plus de statistiques, de données chiffrées qui font en sorte qu'on a besoin de bouger très vite, autant sur la question du mobile que sur la question des tablettes. Okay, donc on est relativement en retard là-dessus, mais on essaye de rattraper ce retard assez rapidement. Pour ce qui concerne le web et les réseaux sociaux, il est important de savoir que sur le site Internet, statistiquement parlant, notre audience ne vient pas du Sénégal. Elle fait à peine 12%, l'audience qu'on a sur le Sénégal. Donc c'est essentiellement l'étranger, c'est essentiellement la diaspora sénégalaise, mais un peu partout dans le monde, mais pas seulement. Ça suppose aussi qu'au niveau des contenus, on est obligé de s'adapter par rapport au contenu web, parce que le besoin n'est pas le même que le besoin dans le journal, dans le quotidien papier, sachant qu'on fait un mix entre les contenus du journal papier et du contenu produit uniquement par la rédaction online qui vient d'être mise en place. Donc ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est que, eu égard aux contraintes que j'ai évoquées au début, nous ne faisons pas vraiment de débat. On essaie de cadrer au maximum l'interactivité que nous avons. Donc on utilise essentiellement les réseaux sociaux, donc Facebook en particulier, parce que c'est le moyen que nous avons trouvé qui est qui nous permet de cadrer le plus d'abord ce qui est publié par nos visiteurs et ensuite éventuellement de modérer, même si on est quand même très très ouvert. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. Quelles alors, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples de choses que vous allez modérer? Par exemple, lorsqu'un certain nombre de sites internet sénégalais peuvent se permettre d'avoir ce qu'on appelle communément des offenses au chef de l'État, nous, on ne peut pas se le permettre. Hein? Donc, tout ce qui est... Ça ressemble à quoi une offense au chef de l'État? Par exemple, si vous deviez donner un exemple. Bon, on en discutait tout à l'heure avec un compatriote. Beaucoup de sites se retrouvent après au niveau de leur débat, de leur forum, de leurs commentaires, avec finalement un vrai dépotoir. Ça devient des insultes à longueur de journée, ça devient des attaques crypto-personnelles, ça devient des commentaires extrêmement tendancieux sur ce qui touche à la religion, sur ce qui touche à la politique, etc. On a un gros débat à l'heure actuelle sur la question de l'homosexualité. Alors, ça dévie très vite. Alors nous, pour éviter ce genre de choses, c'est vrai que notre priorité n'est pas au développement vraiment de l'interactivité tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions techniques et technologiques pour cadrer tout ça au maximum. Voilà un petit peu la figure. Très bien, merci. Godson, vous avez aussi la question de la diaspora qui est très importante avec une audience qui n'est pas exclusivement concentrée sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous raconter où vous en êtes en Haïti? On dit aussi que c'est en Haïti que la radio est un des médias les plus populaires. Est-ce que c'est toujours vrai? Tout à fait. Et je dirais que avec Internet en Haïti, nous sommes dans un paradoxe. C'est un média, un moyen qui a de l'impact en Haïti, mais où l'audience est quand même assez relative dans un certain sens, puisque c'est un pays qui a encore une population analphabète à moitié, c'est-à-dire plus de la moitié des 10 000 Haïtiens ne sait pas lire et écrire, d'une part, et d'autre part, nous avons aussi une diaspora très importante. 1/10 de la population haïtienne vit à l'extérieur. Et donc, dans ce sens-là, Internet, justement, a pris beaucoup d'importance. Parce que, grâce à Internet, les médias haïtiens, la radio en particulier, diffusent internationalement vers cette diaspora aussi. Donc, prend en compte cette diaspora dans la programmation. Dans les émissions de Tribune Libre, par exemple,
les Haïtiens qui vivent à l'étranger interviennent de plus en plus, et presque, je dirais, la moitié des participants, 40 à 50% des participants aux émissions de radio de ligne ouverte se trouvent à l'extérieur. Et donc, il y a avec Internet, il y a une prise de participation de la population haïtienne à l'extérieur aux affaires du pays, aux affaires internes, d'une part. Mais d'autre part, Internet s'inscrit en Haïti dans l'oralité. C'est un moyen majoritairement écrit et graphique, mais qui s'inscrit dans une culture orale. Avant, on disait toujours qu'en Haïti circulent beaucoup de rumeurs. Eh bien, maintenant, Internet aide à démultiplier ces rumeurs dans un certain sens. Et dans ce sens-là aussi, c'est un média, si on peut parler ainsi, qui a beaucoup d'impact. Et beaucoup d'informations qui vont être soit des grands titres ou bien qui vont figurer dans l'agenda médiatique viennent parfois de réseaux sociaux. Et on se rend compte que certaines informations qui circulent comme des rumeurs au début sur les réseaux sociaux deviennent carrément des informations qui ont de l'impact dans la réalité haïtienne. Récemment, une ministre vient de démissionner, cette semaine même, et après qu'on a découvert qu'elle était de nationalité étrangère, parce que la Constitution haïtienne ne permet pas qu'une personne de nationalité étrangère occupe ce poste, eh bien, dès sa nomination, il y a plusieurs mois, l'information circulait déjà dans les réseaux sociaux que cette personne avait une nationalité étrangère, et même des références avaient été données sur Internet pour aller voir sa carte américaine sur tel site, etc. Donc, vous voyez comment l'Internet a un impact direct dans la réalité haïtienne. Et l'audience, si on peut parler de l'audience elle-même, enfin, c'est une toute petite partie des Haïtiens, mais c'est une audience, je dirais, stratégique, parce que c'est quand même les décideurs qui vont tous les jours sur Internet, et c'est les leaders sociaux, c'est les preneurs de décision en général, et dans ce sens-là, lorsque Internet fait partie de la stratégie de plaidoyer d'une association ou d'un mouvement quelconque, et l'Internet est un moyen qui permet de rejoindre directement l'audience concernée. On va revenir dans la deuxième partie sur comment vous avez vérifié, en l'occurrence, ce qui n'était au départ qu'une rumeur sur cette ministre. Mais j'aimerais que vous nous disiez un peu plus, à partir du moment où un adulte sur deux en Haïti n'écrit pas et ne lit pas, qu'est-ce qu'il trouve sur Internet? Est-ce que du coup, vous axez davantage vos contenus sur du son et sur de l'image et vous évitez le texte? Et deuxième question qui va avec, c'est comment ces gens-là interagissent avec vous? Est-ce que du coup, je ne sais pas, ils s'enregistrent sur un téléphone et vous envoient le son? Comment ça se passe? C'est indirectement que ces gens-là sont touchés par Internet. Ces gens-là sont touchés par le contenu d'Internet, mais sans aller directement sur Internet. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de culture orale, de l'oralité. En fait, ce qu'il y a sur Internet ne reste pas sur Internet. Ce qu'il y a sur Internet passe très rapidement par ceux qui vont aller regarder dans le débat social, dans le débat public. C'est-à-dire que c'est comme pour l'écrit. Comme pour l'écrit en général, un quotidien, les gens qui lisent un quotidien ne sont pas nombreux, mais une fois que ces gens-là ont lu, eh bien, ils partagent ce qu'ils lisent. Et le phénomène du téléphone portable vient donner beaucoup d'ampleur à cette pratique de bouche à oreille en Haïti, puisque quand même si seulement 10% des Haïtiens accèdent à Internet, mais maintenant, sur le téléphone portable, nous sommes plus de 4,5 millions.
c'est-à-dire plus ou moins la moitié des Haïtiens, et ceci dans tous les coins du pays. Donc, une fois que l'information part de l'Internet et entre dans le tissu social, eh bien, ça va très vite avec le téléphone portable. Merci. Yab, vous avez encore un autre type d'audience. Vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence ce débat, que vous n'étiez plus à 20% d'internautes en Égypte, mais beaucoup plus. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus qui utilise donc vos services numériques? Et vous avez aussi un système de breaking news par SMS. Qui sont ces abonnés? Alors, c'est en anglais et aussi en arabe. Et est-ce que vous avez déjà des chiffres sur cette audience-là? Good evening. Bonsoir. Quelques chiffres, en effet, sur l'utilisation d'Internet en Égypte. À l'heure actuelle, et sur nos visiteurs et notre audience. Nous avons une population de 90 millions, ce sont les derniers chiffres, et pour le dernier compte-rendu dont je dispose, eh bien, disons que nous avons 32 millions de personnes qui sont connectées à Internet en Égypte. Donc ça fait 30 et quelques % de la population qui est connectée, ce qui est un bon ratio si l'on tient compte du pourcentage d'analphabétisme et de la morosité économique ambiante. Alors, nous avons 34 ou 35% de la population qui est connectée à Internet, donc, que ce soit via leur PC, leur téléphone mobile, principalement les mobiles par les connexions ADSL ou par des connexions plus lentes. En tout cas, les chiffres sont là. Pour ce qui est de notre public, de notre audience, nous sommes un journal indépendant qui a été créé voilà 9 ans seulement. Et je dois dire que c'est l'un des journaux indépendants dans la presse écrite. Et je dois dire que pendant cette petite période de temps, nous avons réussi à devenir le numéro 2 en termes de diffusion. Et donc, nous avons une très bonne présence sur Internet, avec un portail Internet en arabe. Nous avons également un service ou des services en anglais, mais là, je vous parle du portail en arabe. Nous avons 300 000 visites par jour sur ce portail. Et d'un autre côté, nous essayons de nous élargir dans la sphère des médias sociaux. Nous avons donc 1,2 million de followers sur Twitter, 1,3 sur Facebook. Et nous sommes également présents sur Google+, avec 300 000 personnes qui nous suivent, je crois. Et je dirais que ces chiffres nous permettent d'entretenir des liens étroits avec notre audience, notre public. Nous avons un cercle de confiance, disons, de manière générale, avec notre public. Et ces chiffres proviennent des outils qui nous permettent de mesurer l'évolution des choses. Nous avons donc le taux le plus élevé d'engagement avec les utilisateurs. Alors, il y a des concurrents qui sont davantage présents sur Facebook, par exemple, mais qui sont moins présents vis-à-vis de leurs lecteurs, moins engagés. Donc, de ce point de vue, je dirais que ça permet de renforcer la confiance qu'ont nos lecteurs dans notre journal. Il y a cette question de l'engagement. L'engagement, pour ce que l'on fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos lecteurs commentent, font des commentaires, c'est-à-dire qu'ils donnent leur avis sur les nouvelles que l'on publie. Ils nous disent parfois ce qu'ils voient par rapport aux services que nous leur proposons. Et la plupart du temps, nous avons une division politique dans la rue. Et maintenant, il y a une vraie polarisation dans la société entre la classe politique et même ceux qui n'ont pas directement,
qui ne sont pas impliqués dans des partis ou dans des mouvements politiques. Même maintenant, les gens, même s'ils ne sont pas politisés, ils ont vraiment un avis qui est parfois extrême d'ailleurs, que ce soit très à gauche ou très à droite. Mais en tout cas, les gens expriment leur point de vue et font des commentaires régulièrement. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est que sur Internet, nous leur avons donné différentes manières de faire des commentaires librement sur Internet. Tout d'abord, ils peuvent s'enregistrer sur le site et participer à notre système de commentaires. Ensuite, ils peuvent faire des commentaires via leur compte Facebook. Et troisièmement, nous avons ce module qui permet de dire oui ou non pour réagir à un article, et c'est présenté visuellement de manière très agréable. Vous pouvez appuyer sur ou cliquer sur oui ou sur non. Vous avez une colonne avec oui, une colonne avec non, et je dois dire que ça marche très bien. C'est un service qui marche fort, c'est nouveau, ça plaît beaucoup, notamment pour ce qui est des avis. Donc visuellement, vous voyez d'emblée s'il y a plus de oui ou plus de non pour tel ou tel article. Ensuite, nous avons un service de SMS, en effet, qui nous permet d'envoyer les dernières nouvelles à nos abonnés, Breaking News, et c'est un vrai modèle pour notre jeune. On a déjà nos correspondants, nos journalistes, on dispose de l'information, et cette information, on la fournit à nos abonnés. Nous avons une bonne base d'abonnés. Ils payent très peu par mois. Ils payent très peu. L'abonnement mensuel est très réduit, mais ça permet de tirer un profit pour l'organisation sans avoir besoin d'investir perpétuellement dans le système. Par ailleurs, les plus gros payeurs, il y a beaucoup de gens qui payent et ça reflète bien la crédibilité qu'on accorde aux nouvelles que l'on publie. Pour la partie centrale qui est comment on vérifie les rumeurs, les sources d'informations potentielles qui se sont multipliées évidemment à l'ère numérique. Chaque journaliste aujourd'hui suit parfois jusqu'à 1000 comptes sur Twitter et puis évidemment sur Facebook et d'autres réseaux sociaux. Comment vous faites, vous, dans votre rédaction, pour vérifier un élément, et j'imagine avant de le publier? Est-ce que vous avez des règles et est-ce que vous êtes déjà trompé? Et si oui, pouvez-vous nous donner un exemple? First of all, regarding this, Tout d'abord, je dois dire que nous avons des règles très strictes sur ce que l'on publie officiellement. Ce que l'on publie officiellement, c'est ce qu'on a sur notre site ou sur nos pages Twitter ou Facebook. Donc, dès lors qu'il y a des informations provenant des médias sociaux ou autres qui circulent sur Internet, on ne les publie jamais avant d'avoir appliqué nos propres procédures journalistiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on va vérifier la source principale d'une nouvelle, et si la personne qui l'écrit sur Internet est l'une des sources, on le contacte directement pour avoir une déclaration, une citation, et ensuite on recherche d'autres éléments de cette même histoire pour avoir d'autres avis. On essaye de vérifier à plusieurs reprises les différentes sources, notamment s'il s'agit d'une nouvelle importante. Et la plupart du temps, c'est des documents scannés, par exemple, avec des documents secrets, des documents confidentiels. Eh bien, à ce moment-là, on ne les publie jamais comme ça. Certains de nos concurrents font une course, essayent de dépêcher de publier les choses, pour publier les choses le plus rapidement possible, mais parfois ça mène à des catastrophes. Donc nous voulons vraiment être certains de ne pas avoir de faux qui arrivent en ligne. Alors évidemment, les erreurs, ça arrive, ça existe, mais on essaye de rectifier le tir. Un exemple d'erreur? Oui, un exemple, eh bien... Le verdict rendu dans un tribunal, par exemple, nous avions un juriste à l'intérieur du tribunal qui
nous avait donné des informations, et c'était une source crédible pour nous, et c'était un juriste connu et reconnu. Et nous avons donc vérifié auprès de nos correspondants, mais en fait, il nous a donné les informations ou le verdict trop tard. Et donc, nos journalistes ont cité ce juriste et il y avait en effet des erreurs dans le verdict qui avait été effectivement rendu. Donc ça, c'était sans Internet, n'est-ce pas? Ben, vous savez, on a un processus de correction et la plupart du temps, on a une culture qui veut que l'on s'excuse des erreurs qu'on a pu faire le moment venu. Un mot. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, est-ce qu'on est dans une course à la vitesse ou une course à la vérité? C'est vrai qu'on est tous, on fait la promesse à notre audience de publier en temps réel. Comment vous le résolvez au Soleil? Quelles sont les règles que vous imposez et que vous imposez à vos journalistes pour fact-checker chaque élément venu des réseaux sociaux et en même temps tenir le rythme? En même temps, comment vous résolvez ce dilemme? Alors, au Soleil, on a déjà à l'interne un processus de validation. Donc, on a un premier niveau de validation qui est moi. Donc, lorsque je reçois une information, je regarde, je lis, j'essaie de double-checker, de vérifier, etc. Si j'ai un doute, il y a un deuxième palier qui est le coordonnateur général des rédactions. Donc, qui coordonne autant la rédaction papier, la rédaction sport et la rédaction online. Alors, si à nous deux, on demeure toujours avec un doute ou si on a un différent d'opinion tous les deux, le troisième niveau est au niveau du directeur général qui est directeur de publication. Mais ça prend combien de temps ça? Et il tranche. Il fut un temps où c'était très lent, mais non, mais pour différentes raisons. Hein. Par exemple, l'ancien coordonnateur général des rédactions, qui est maintenant à la retraite, était quelqu'un, par exemple, qui éteignait son portable. Ce qui fait que moi, j'avais énormément de problèmes à fonctionner avec lui. Bon, petit à petit, hein, donc les choses ont changé. Ils ont compris qu'il y avait un nouvel impératif qui était le web, donc il fallait éviter un certain nombre de choses. Donc maintenant, ça va très vite. Ceci étant dit, nous avons pris le parti d'aller le plus vite possible, mais avec la plus grande des prudences. Hein, mais néanmoins, nous allons quand même je suis moi en tout cas satisfait de la vitesse à laquelle on va. Ensuite, oui, il y a des erreurs. Hein. Je peux en citer, je peux donner deux exemples. Un premier qui était une erreur, c'est au moment du coup d'État au Mali, en mars-avril 2012. Où j'ai reçu d'une agence de presse crédible qui est APA News, pour ne pas la citer, qui est une agence de presse panafricaine présente sur tout le continent, une dépêche qui annonçait l'arrestation du président déchu Amadou Toumani Touré. Donc j'ai reçu la dépêche, j'ai essayé de vérifier déjà sur place avec différents contacts, différentes sources. J'ai essayé de vérifier sur d'autres sites, sur les réseaux sociaux, avec d'autres agences, etc. Il est vrai que je n'ai pas eu de vérification, je n'ai pas eu une autre source qui me confirmait que. Alors, j'avais ce doute, je suis passé à l'échelon supérieur de notre processus de validation. Alors, à l'échelon supérieur, on m'a dit, si c'est APA, c'est bon. OK. Alors, vu que je n'étais pas convaincu encore, on est passé au troisième niveau et j'ai eu la même réponse, si c'est APA, c'est bon, donc j'ai publié. Et au bout de 2h30, il n'y avait toujours rien. Nous nous fions beaucoup à RFI. Au bout d'un certain temps, bon, même sur RFI, on n'en parlait pas. Donc, on a dépublié. Vous avez dépublié? On a dépublié. Et est-ce que vous avez mis un mot disant, vous avez peut-être lu cette information, nous l'avons retirée, et expliqué pourquoi, ou ça a juste disparu? Ça a juste disparu pour une raison très simple, c'est que j'ai estimé que le nombre de personnes qui étaient tombées sur l'alerte
était suffisamment faible pour que voilà. Alors le deuxième exemple est un exemple très très récent, mais c'est un exemple différent. Il y a quelques semaines, nous avons eu, nous sommes en plein dans un débat sur la traque des biens mal acquis. Et un certain nombre de personnalités de l'ancien régime sont sous interdiction de sortie du territoire. Et l'un d'eux a réussi à sortir par la route via la Mauritanie et à revenir par avion avec un gros show médiatique pour faire savoir que il était interdit de sortir du territoire, mais il est sorti. Alors, des sanctions ont été annoncées contre certains membres de la police. Et il y a 2 semaines, je crois, vers 16h, 17h, les radios, les réseaux sociaux, des sites internet ont commencé à annoncer que le directeur général de la police nationale avait été démis de ses fonctions et serait ou avait été remplacé par un tel. J'étais pas au bureau, j'ai appelé à la rédaction et j'ai demandé. Ah, il paraît que le DG de la sûreté de la police a été démis. Ils ont dit oui, on l'a entendu, mais on a demandé à la présidence de nous envoyer le décret. Et jusqu'en conférence de rédaction, nous n'avions pas le décret. On a eu un débat très houleux ce jour-là parce que certains pensaient qu'il fallait qu'on le sorte quand même. D'autres disaient, tant qu'on n'a pas le décret, pour nous, ça n'existe pas, donc on ne le sort pas. Alors, nous ne l'avons pas publié sur le site et ça n'a même pas été publié le lendemain dans la version papier. C'est donc le surlendemain qu'on a publié l'info au moment où on avait donc le décret présidentiel qui le démettait de ses fonctions. Là où, quelque part, nous n'avons pas eu tort, c'est que beaucoup de journaux et beaucoup de sites avaient fait une erreur sur le nommé, sur le successeur. Voilà, donc c'est deux exemples un petit peu différents. Après, sur la question de l'information qui vient des réseaux sociaux, il y a 2 niveaux. Nous nous en méfions beaucoup, ça c'est eu égard à notre statut. Mais je me rends compte d'une chose. Peut-être que mes compatriotes présents pourront dire après est-ce qu'ils ont le même avis ou pas. Ça dépend des sujets. Alors souvent, il y a tout et n'importe quoi, mais alors tout le monde loue nos alternances démocratiques, mais les réseaux sociaux, le Internet, le mobile jouent un rôle mais fondamental dans ces transitions démocratiques parce que c'est par ce biais-là qu'en temps réel, on a les résultats des procès-verbaux directement à partir des bureaux de vote, etc. Et qu'en recoupant de différentes manières, on sait que c'est crédible, que les tendances sont fiables et qu'on peut savoir à peu près où on va. Il y a beaucoup moins de déchets dans ce genre de cas. Donc pour la vie politique, globalement, c'est plutôt correct. En tout cas pour les élections, en tout cas pour la dernière élection, j'ai constaté, donc l'année dernière, j'ai constaté, en tout cas sur les sites que j'ai suivis régulièrement pour déterminer des tendances, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de déchets que sur certains autres sujets. Les autres sujets, par exemple, où il y a beaucoup d'erreurs de rumeurs ou d'erreurs ou d'informations contradictoires, etc. C'est sur du sport surtout et n'importe quoi, et en particulier sur les nominations, sur un tel va aller en garde à vue, un tel est... Donc voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cette partie de vérification des éléments avant publication? Oui, monsieur. Vous avez un rapport privilégié, vous disiez... Peut-être présentez-vous juste... C'est pour la traduction, merci. Jean Kouchner, je suis secrétaire général de l'Union de la presse francophone. Ça marche quand on parle bien de droit. Ça marche maintenant. Oui, vous disiez tout à l'heure que vous aviez un rapport privilégié avec le gouvernement, que vous faisiez attention à ce que vous disiez, et le Soleil, vous répondrez, enfin j'ai cru comprendre que vous disiez ça. Et je voulais savoir si dans la vérification de l'info, telle que vous venez de nous l'exposer, c'est-à-dire que c'est intéressant, au fond, on n'est pas si pressé de publier une information parce qu'on ne l'a pas vérifiée, même si les autres l'ont publiée avant, on tient une ligne.
Est-ce que c'est une position que vous avez systématiquement ou est-ce que de temps en temps, vous avez sur d'autres informations qui n'ont pas un lien direct et donc une vérification plus compliquée qu'avec l'État, avec le gouvernement, est-ce que vous avez la même attitude ? Oui, d'une certaine manière. Quand je dis oui, d'une certaine manière, c'est que je pense qu'on peut quand même, quelle que soit notre ligne éditoriale, c'est autre chose, hein, mais dans la pratique du métier, on peut quand même se prévaloir d'avoir une très très bonne, pour ne pas dire une excellente rédaction, avec vraiment des journalistes qui sont formés, qui ont, voilà, donc avec une méthode également qui est la plus rigoureuse et la plus professionnelle possible. D'accord ? Donc oui, systématiquement, on a la même attitude, quelle que soit l'information qui arrive. Après, on fait le tri dans l'information. C'est clair qu'on fait le tri dans l'information. Voilà. Maintenant, le rapport privilégié, il dépend aussi des personnes en place, hein. Disons que si on parle de rapport privilégié, sous Abdoulaye Wade, donc l'ancien président de la République, on peut considérer que le rapport était beaucoup plus privilégié parce que nous avions des gens à la présidence en permanence, parce que nous avions des gens à la primature en permanence. C'est-à-dire les trois, ou en tout cas à tout le moins deux des trois organes publics, à savoir la RTS, la radio-télévision, et nous, le Soleil. Ce qui n'est plus le cas. Depuis le nouveau régime, on nous a tous virés, donc on est tous retournés chez nous. Nous n'avons plus personne sur place, donc c'est vrai que c'est plus lent. Et c'est vrai que ce rapport-là est un peu plus distant. Après, on peut poser la question, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Voilà. Il y avait une deuxième question par ici, oui. Yes, my name is Khaled from... Je suis syrien. Une question pour mon ami égyptien. Qu'en est-il de la relation avec les médias sociaux? Est-ce qu'elle a changé pendant la première phase de la révolution? Les médias sociaux, c'est à ça qu'on s'est intéressé dans un premier temps et pas tant les médias du régime. Donc comment avez-vous réussi à devenir un véritable concurrent face aux médias sociaux à l'époque? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que vous avez changé d'avis sur la manière dont vous traitez les médias sociaux? Parce que vous parlez de ces règles strictes, les doubles sources, etc. Merci. Alors, les médias sociaux, d'une manière générale, ont explosé en Égypte après la Révolution. Et il y a beaucoup de gens qui n'utilisaient pas d'outils comme Twitter avant la Révolution. Mais maintenant, ils sont nombreux à le faire un peu partout dans le pays. On utilise principalement des médias sociaux pour nous, en tant qu'organisation représentative des médias, pour promouvoir notre travail. C'est un outil de marketing, si vous voulez, la plupart du temps. Mais bien souvent, nous l'utilisons pour diffuser des informations au moment où on ne peut pas aller aussi vite que cette information. Aucun média ne peut avoir des correspondants partout, constamment, etc. C'est pas possible. Donc, la plupart des activités, la plupart des gens qui utilisent Twitter en Égypte l'utilisent depuis leur téléphone portable et la plupart du temps, au cours de ces 2 dernières années, nous avons eu beaucoup de grèves, de manifestations qui sont apparues assez soudainement. Et la plupart du temps, on ne sait pas que quelque chose se passe au moment où ça se passe. Mais vous allez simplement tirer un élément d'information des médias sociaux. Et donc, on ne peut pas aller aussi vite que les médias sociaux en termes de reporting, de compte-rendu. Mais ce que l'on fait maintenant, c'est que si quelque chose apparaît, si par exemple quelqu'un est en train de dire qu'il y a un clash, des émeutes, des affrontements ici ou là, eh bien, immédiatement, nous pouvons envoyer quelqu'un sur place pour
pour écrire sur ce qui se passe ou pour avoir quelqu'un de l'intérieur qui pourra nous en parler. Par ailleurs, nous avons une autre plateforme consacrée au journalisme citoyen, c'est comme un blog finalement, que nous utilisons pour publier un certain nombre de tweets ou un certain nombre de choses qui sont postées dans les médias sociaux. Mais vous savez, c'est toujours pareil. On parle d'un incident qui a lieu maintenant, donc c'est un outil complètement distinct de notre portail principal. Donc, nous suivons les médias sociaux, évidemment, mais dès lors que quelque chose se passe, eh bien, dans 90% des cas, les gens qui en parlent sont les gens qui sont dans l'action, dans le feu de l'action, et c'est eux que l'on peut utiliser pour diffuser les informations sur les médias sociaux. Voilà la situation donc, à l'heure actuelle, en deux mots. Sur le live blogging, on va rester juste un instant là-dessus, parce que vous, votre réponse, c'est de dire, en gros, dans le live blogging, je mets les tweets au fur et à mesure sans les vérifier avant publication. Comme c'est du live blogging, l'audience va comprendre que c'est la vérité à un instant T, mais peut-être que la minute suivante, ça ne sera plus la vérité. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous a posé des soucis, et est-ce que vous pensez sérieusement que ça peut tenir de cette logique de se dire voilà, je publie, mais peut-être que dans une minute, ça sera plus bon et c'est pas grave. That's why we are. C'est précisément pour ça que l'on dit qu'on a une plateforme distincte, séparée. Oui, il y a notre marque, c'est vrai, mais nous avons une plateforme spéciale qui est consacrée à ce que disent les citoyens sans vérifier quoi que ce soit. On essaye de voir ce que disent les gens sur tel ou tel événement, et parfois, la plupart du temps, c'est une alerte, c'est des manifestations, des affrontements, de la violence, etc. Donc on regroupe tout ça, et ça, on le fait au-delà de la couverture qu'on fait de ces événements avec nos reporters pour vérifier que les choses se sont passées comme ceci, que ceci ou cela, et que c'est vrai. Donc, c'est une autre plateforme à laquelle on peut accéder depuis notre portail principal, mais c'est quand même quelque chose de tout à fait distinct. Et l'idée, c'est que c'est vraiment quelque chose à part, hein, de distinct, de séparé. La façon qu'on a aujourd'hui de vérifier des pseudonymes sur YouTube, comment ça se passe dans les rédactions dans lesquelles vous travaillez, et qu'est-ce que vous préconisez sur ces sujets, sur cette méthodologie? Bon, en réalité, nous-mêmes, nous faisons notre travail comme les journalistes l'ont toujours fait, c'est-à-dire aller sur le terrain, prendre contact avec les acteurs pour pouvoir rapporter des informations. Le processus pour nous... Quand une information vient des réseaux sociaux et que vous êtes à votre rédaction, et là, vous n'êtes pas encore, a priori, sur le terrain. Oui, mais c'est ce que nous faisons, justement. C'est-à-dire que si, sur Facebook, on nous parle d'un accident, ou bien on relate un accident, ou bien un autre fait quelconque, mais ce que nous faisons, ce n'est pas de rapporter ce qui se passe sur Facebook, mais c'est d'aller voir. Pour nous, Facebook, c'est d'abord une indication. Hein? C'est l'alerte. Et la même chose pour Twitter. La différence avec Twitter, c'est que plusieurs fois, en général, ça s'accompagne de sources. Hein? C'est-à-dire d'un site qu'on peut consulter, et à ce moment-là, ça amène soit à quelqu'un, soit à une institution qui a une notoriété, qui a une crédibilité. Mais maintenant, quand sur Facebook, et même quand ça s'accompagne d'une photo, en général, nous-mêmes, ce que nous faisons, nous essayons d'avoir une source autorisée, par exemple. Et s'il s'agit d'un accident, pourquoi ne pas contacter la protection civile? S'il s'agit d'un éboulement, enfin, s'il s'agit de bilan de catastrophe, il y a des institutions
et qu'on peut contacter et qui peuvent nous donner une information crédible. Parfois, bien entendu, c'est en deçà de ce qui se raconte sur Facebook et on peut l'avouer aussi que très souvent, les acteurs qui vivent la situation et qui relatent cette situation sont en avance sur les officiels eux-mêmes. Mais bon, pour nous, ça vaut mieux d'être en retard sur l'information que d'avoir à corriger une information. Et je dirais que, en général, nous ne publions pas directement ce qui vient des réseaux sociaux. C'est une règle pour nous. L'information passe par le processus rédactionnel, c'est-à-dire il y a une rédaction qui rédige, il y a une première échelle d'édition et il y a une seconde édition avant que ça sorte sur le site. Maintenant, quand il s'agit de photos, ça nous est arrivé de publier des photos qui sont issues de Facebook ou bien de Twitter, par exemple. Vous demandez l'autorisation avant ou comment vous faites? Sur Twitter, nous publions des photos prises par des collègues ou, enfin, disons, des gens de notre cercle, et en ayant soin de préciser que cette photo vient de Twitter et avec l'adresse de la personne qui a tweeté et que cette personne-là a le copyright de la photo. Et ceci sur des faits connus ou bien sûr des événements que tout le monde suit. Par exemple, l'audition du dictateur Jean-Claude Duvalier, cela se passe au tribunal et on a des collègues présents qui tweetent et qui tweetent des textes et des photos. Et nous-mêmes, à ce moment-là, et nous utilisons sur notre fil Twitter, nous retweetons, nous restons en contact avec l'événement, avec Twitter, mais au moment de rédiger, bon, il faut faire un texte. Il faut faire un texte, il faut interpeller, par exemple, les acteurs des mouvements sociaux, des droits humains, n'est-ce pas, des autorités judiciaires. Pour nous, c'est ça qui tient dans un texte. Et je pense que cette rigueur-là contribue beaucoup à la crédibilité du média. Et pour nous, il y a des médias. L'Internet en soi n'est pas un média. L'Internet, c'est un autre territoire de la société. À l'intérieur de ce territoire, on peut rencontrer des médias, mais il y a des individus, il y a des organisations, des citoyens qui utilisent des ressources de la communication. Mais les médias ont un travail particulier d'information qui est justement leur rôle, leur mission. Et c'est pour ça justement que l'audience se réfère à ces médias. Nous n'avons pas le droit justement de nous tromper. Nous n'avons pas le droit Je voudrais juste... il y a 2 questions de ce côté-ci et d'autres questions dans la salle. Je voudrais juste rebondir sur ce que vous avez dit et aussi parce que c'est posé par Sophie Cambra. Une photo sur Facebook qu'on reprend ou une photo sur Twitter qu'on reprend, même si on indique la personne qui l'a prise, c'est pas forcément la personne qui a pris la photo. Moi, je me souviens au moment du séisme en Haïti, les médias français se sont grandement trompés. Je me souviens notamment du journal Libération qui a publié soi-disant une photo du séisme en Haïti. En fait, pas de chance, c'était au Sichuan en Chine des années avant, parce que l'AFP avait publié cette photo qui venait d'un compte Twitter, et voilà, il y a eu erreur. De la même façon, et France 3 et BFM avaient repris une vidéo qu'ils avaient trouvée en ligne, qui en fait concernait un tremblement de terre de Californie qui avait eu lieu 4 jours avant. Donc, il me semble que ça ne suffit pas de mentionner la source. Comment on fait pour vérifier la source de la photo et de la vidéo ? Bon, alors nous-mêmes, enfin, le cas que je mentionnais, c'est plutôt, je dirais, photos de collègues qui sont présents à l'intérieur d'une salle d'audience et qui tweetent et qui envoient des photos. À ce moment-là, nous publions. Nous publions pour être dans l'action, pour faire véritablement du direct. Mais maintenant, et ce n'est pas dans notre, je dirais, dans notre méthode de travail d'aller chercher
photos sur D'accord. Facebook ou sur Twitter pour publier. D'accord. Monsieur qui a le micro, ensuite monsieur troisième rang et madame. Bonjour, Abdou Samar d'Algérie. En fait, je voulais réagir par rapport à la rumeur sur les réseaux sociaux. J'ai remarqué quand même que vous réduisez énormément les réseaux sociaux à des citoyens. Or, sur les réseaux sociaux, il y a des instances gouvernementales, il y a des faux profils qui appartiennent à des services de renseignement. Et je peux vous assurer qu'ils sont énormes, qui, dans la diffusion de la rumeur, ils jouent un rôle très important. Depuis le déclenchement du printemps arabe, par exemple, énormément d'informations circulant sur les réseaux sociaux pour qualifier tous les manifestants de terroristes. Donc, on a vu Al-Qaïda partout, on a vu l'OTAN partout. Il y a un rôle que les États en place diffusent la rumeur. Alors, comment faire pour réagir à cette rumeur diffusée par des instances liées au pouvoir en place? Donc, sur les médias sociaux, il n'y a pas que les citoyens. Il ne faut pas réduire les médias sociaux sur les citoyens. Donc, il faudrait peut-être redéfinir le concept de la rumeur. Maintenant, deuxième chose, j'aimerais recadrer un peu le débat. Je comprends les préoccupations sur les droits, les protections. C'est des préoccupations légitimes. Nous, en Afrique, dans le monde arabe, on est en train de lutter pour protéger, pour préserver les droits de l'être humain. Je pense que le jour où nous avancerons pour protéger, améliorer, aujourd'hui sur un réseau social, notre objectif principal est de diffuser une information que le citoyen ne pourra jamais avoir ailleurs. C'est le seul espace de liberté. Lorsque nous arriverons à avoir des espaces sociaux libérés, je pense que ce jour-là, nous serons à même et mûrs pour parler comment protéger une photo. Donc voilà, je voulais juste recadrer ce débat par rapport à l'origine de la rumeur. Quelqu'un veut réagir? Peut-être, oui. Peut-être vous pouvez réagir, Yab, about citizen journalism and social media. Oui, alors je vais évoquer ce problème. Il y a énormément de rumeurs qui se répandent jour et nuit à travers les médias sociaux. Si je parlais de la sphère égyptienne, oui, certes, cela a lieu et cela est un outil utilisé par différents partis politiques pour défendre leur point de vue ou bien pour porter des fausses accusations contre d'autres. Cela s'intègre dans cette orientation, cette polarisation qui a lieu dans les communautés de manière générale. En ce qui concerne la publication sur des débouchés de médias, ça c'est autre chose. Je ne pense pas qu'une quelconque média décente égyptienne les republie à travers leur propre site. Et parfois, si les médias eux-mêmes commencent à publier des rapports sans source ou discrédités, eh bien, je pense qu'ils vont payer au prix fort leur crédibilité. Alors, je ne pense pas que l'on trouve des rumeurs qui circuleraient sur des sites web fiables en Égypte. Mais pour revenir à l'exemple de mon collègue, nous faisons tout notre possible de tout vérifier avant de publier notre matériel et ce à quoi nous attachons notre nom. Moi, j'ai en mémoire, en vous entendant, l'intervention qu'avait fait Andy Carvin l'an dernier à 4M. Andy Carvin, donc qui fait de la curation pour la NPR, la National Public Radio aux États-Unis, et qui a tweeté toutes les révolutions arabes ces 2-3 dernières années. Et au bout de 140 000 tweets, il expliquait qu'il s'était trompé 4 à 5 fois en diffusant lui-même des informations, mais que ce n'était pas si grave parce que dans les 5 minutes qui suivaient, son audience sur Twitter corrigeait l'info et que donc la vitesse de correction était quand même extrêmement rapide. Et en vous écoutant, j'ai l'impression qu'en fait, vous ne faites pas tellement confiance à vos audiences, à vos communautés de lecteurs. Et ce que je voulais savoir, c'est est-ce que vous avez réfléchi à l'idée de monter, comme a pu le faire France 24, par exemple, un dispositif type les observateurs, c'est-à-dire des espèces de super auditeurs, internautes, lecteurs, qui peuvent vous aider dans le mécanisme de vérification d'une info quand il y a des doutes. Si je peux me permettre, les observateurs, ils ne vérifient pas. Hein. Aider à vérifier. Ils aident à vérifier, oui, ce qui est quand même assez différent. Ils aident, par exemple, ils vont se rendre sur le lieu d'une vidéo pour vérifier si la couleur du trottoir est la même que celle qu'il y a dans la vidéo, mais ils ne procèdent pas à la vérification intégrale
par exemple d'une information ou d'une vidéo? Pour nous, ce n'est pas précisément une question de confiance. Je dirais que le travail journalistique ne consiste pas, le travail journalistique ne consiste pas à reprendre ce qui se passe sur Twitter ou sur Facebook. Le travail journalistique, c'est un travail de recherche d'informations et qui est un processus de contact avec les acteurs, de constat sur le terrain, de vérification. Et voilà, c'est ça le travail. Maintenant, et moi je dirais, et nous c'est comme ça que nous fonctionnons, et il y a notre site qui est relié à des espaces de mouvements sociaux, Twitter et Facebook en particulier. Maintenant, nous donnons de la visibilité à ce qui se passe sur Facebook ou sur Twitter, mais sans nous engager et organiquement, sans nous engager, je dirais, institutionnellement, dans la parole qui est dite ou dans le fait qui est rapporté. Mais il faut considérer aussi, et nous c'est notre cas, que les médias ne sont pas des espaces d'information en termes de faits et dits simplement, mais ce sont aussi des espaces d'expression. Et les médias haïtiens ont un peu perdu ce rôle après 86. Avant, ils donnaient beaucoup la parole aux acteurs sociaux, maintenant beaucoup moins. Nous-mêmes, nous considérons justement que ces espaces-là, les blogs, les réseaux en général, peuvent constituer une source formidable d'accès à cette parole-là. Et quand cette parole est construite et est revendiquée avec une notoriété, cette parole-là, nous pouvons la reprendre. Et sur notre site, nous avons des espaces, par exemple, de documentation sur la prise de position d'organismes de droits humains, d'organismes de défense de l'environnement, d'organisations de femmes, etc. Ces mouvements, nous essayons de les refléter, de leur donner un espace qui est un espace d'expression. Et dans les informations que nous rédigeons, nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans ces réseaux, comme nous sommes à l'écoute de ce qui se passe dans la société en général. Et au moment de faire part de réactions, pour nous, ces réactions qui sont contenues dans les réseaux, quand elles ont une certaine notoriété, nous pouvons les relater et donc qui nous permet de nuancer plus ou moins l'ensemble des réactions disponibles, soit par un fait, soit par rapport à un fait, soit par rapport à une action dans la société en général, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse d'une problématique citoyenne, qu'il s'agisse d'un thème d'intérêt public en général. Madame, s'il vous plaît. Yeah. Khadija Ismailova, I'm journalist from Khadija Ismailova, je suis journaliste d'Azerbaïdjan. Je suis responsable d'un projet sur le crime organisé. Nous avons tous vu des exemples récents en Turquie où les médias principaux négligeaient la situation et montraient des pingouins. Et les seules informations réelles, c'était des Twitter. C'était les seules sources pour ce qui se passait réellement. Il y avait dans certaines situations des fausses images distribuées par les utilisateurs de Twitter, soit pour exagérer le nombre de personnes participant à l'émeute ou exagérant la violence qui a eu lieu. Mais ça n'a pas duré longtemps. Parce que grâce aux hashtags globaux, mondiaux, les utilisateurs ont commencé à corriger eux-mêmes les autres utilisateurs. Il y a eu circulation de fausses informations, mais ensuite correction de ces informations fausses, soit rejet ou ajustement. Mais ça, c'est bien dans les pays où les médias
principaux ou dominants ont encore accès à ce qui se passe. Que faire dans des pays comme l'Iran où on ne peut rien vérifier, où on ne peut qu'espérer qu'il y aura des utilisateurs responsables qui vous aideront à corriger les informations? Je pense qu'on a besoin de développer une stratégie sur comment vérifier ces informations. Comment vérifier les informations trouvées sur Facebook ou Twitter, ou bien dépendre sur d'autres utilisateurs de Facebook et comment identifier les groupes qui se regroupent pour fournir de fausses informations. Ça, c'est un autre défi, mais nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas faire la concurrence et nous devons apporter un espace pour les utilisateurs des réseaux sociaux, les citoyens journalistes. Sinon, nous sommes fichus. Donc, la question est comment gérer ce défi. Aussi, hein. Quand je dis une question d'approche, nous essayons d'éviter le conditionnel, sauf parfois sur certains sujets qui concernent l'actualité internationale où on n'a pas, il y aurait eu 15 morts, nous n'avons pas forcément la possibilité sur un laps de temps suffisamment long pour avoir une confirmation précise que c'est 15, 16 ou 14. Donc dans ce cas-là, on va se donner la latitude d'utiliser le conditionnel. Okay, par contre, sur ce qui est du local, ce que nous avons sous la main, ou des pays où nous avons des correspondants, ou des régions où nous avons des correspondants, tant que nous ne pouvons pas affirmer, nous ne rentrerons pas dedans. On va attendre. Ça, c'est la première des choses, c'est un choix. La deuxième des choses, c'est, comme notre ami d'Haïti disait tout à l'heure, nous prenons également les réseaux sociaux comme un point de départ. Il y a telle ou telle chose, ok, c'est le point de départ qui va nous emmener à tout notre processus de travail journalistique, rédactionnel, traditionnel. C'est comme une source humaine, hein, enfin une source personne, même si elle est ministérielle ou d'un service administratif bien officiel, etc., ben on va faire quand même ce même travail de vérification, d'équilibrage, etc. C'est une question de choix et on prendra le temps de le faire. Parce qu'il y a une autre question qui me paraît essentielle, c'est qu'à un moment donné, de par notre, je ne vais pas dire notoriété, mais en tout cas de par notre crédibilité d'une certaine manière, notoriété d'une autre manière, il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège de donner de la crédibilité à une information qui ne l'est pas forcément, mais qui le deviendra parce que le Soleil l'a écrit. Donc, on a aussi la nécessité, par choix, d'éviter de tomber dans ce genre de piège. Alors, bonjour, Sofiane Belhaj ou Hamadi Kalouch de la Tunisie. Je vais parler du cas que je connais le plus. Alors, là, en Tunisie, on a une énorme difficulté par rapport aux sites d'information parce que le mécanisme fait que plus vous drainez de taux de visite, plus vous êtes susceptible de survivre en vendant de la publicité. Alors, le mécanisme qui est mis en place en Tunisie, c'est le total intox. C'est choisir un sujet totalement invérifiable, parler tout bout de champ d'intox, ce qui permet de glaner un taux de visite important et donc de vendre de la publicité et survivre. Et les sites les plus, ceux qui vérifient le plus leurs informations, qui font un vrai travail journalistique, sont amenés à tout simplement mourir face à ces sites-là. Alors c'est vrai que la crédibilité est très importante, mais la crédibilité, c'est pas ce qui amène les deniers pour faire vivre le projet journalistique. Alors, l'association des blogueurs tunisiens en Tunisie, on a essayé de mettre en place, on veut mettre en place une espèce de plateforme qui serait un monitoring pour donner justement un sens à la crédibilité avec une grille de lecture tout à fait simple qui permettrait
de travailler sur deux choses, tracer le sillage qui doit être suivi par les médias, puis aussi de proposer une grille de lecture aux lecteurs, quoi, pour savoir quel site est plus fiable que tel autre. Mais bien sûr, on a de la réticence énorme du monde journalistique parce que ça leur hérisse les cheveux d'être noté par des blogueurs ou quoi. Et les conséquences de ceci sont assez dramatiques dans le sens où on a pas mal aussi de journalistes occidentaux assez fainéants qui écrivent leurs séquenciers justement sur base de lecture sur Internet, donc sur base de beaucoup d'intox. Et une fois que le séquencier est vendu à leur production, ils arrivent dans le pays même et ils se retrouvent avec de l'intox et donc ils se mettent à distordre la vérité pour correspondre le plus. Est-ce que vous avez un exemple quand vous parlez d'intox là Je sais pas, par exemple, il y a quelques mois, il y a eu une histoire comme quoi il y a un couple qui s'est embrassé dans la rue, qui a terminé en prison, ça a fait le buzz sur Internet, etc. On a essayé de vérifier, on a vérifié auprès de tous les tribunaux s'il y avait eu un cas. Il n'y a aucun cas, alors que ça avait tourné même dans les médias internationaux, etc. Il y a même eu je crois que même ça a été repris par l'AFP. Est-ce que sur ce cas-là, quand l'audience répond et fait le travail de correction sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc., est-ce que ça... Non, ça n'a pas d'impact. Ça ne fait pas d'effet, c'est-à-dire que finalement on se dit, quand on est dans des médias traditionnels, il y a tellement de gens en ligne qui nous corrigent qu'on va finir par corriger. Non, les médias en ce moment, et surtout les médias électroniques, c'est pas du tout leur problème. Leur problème, c'est de glaner l'argent. Et l'argent, c'est le taux de visite qui l'apporte. Et donc, oui, mais c'est on pourrait se dire, ça va me faire 2 pages. L'info intox et l'info corrigée, ça me fait 2 pages, donc je glane quand même du clic. C'est pas un mauvais calcul. Oui, mais de toutes les façons, on est amené à avoir vraiment des informations totalement décrédibilisées. C'est tout le monde journalistique et en pâtit en Tunisie parce que ce sont tous les médias qui sont mal regardés et mal vus, surtout qu'on n'a pas un passé en Tunisie journalistique énorme. Et donc aujourd'hui, cette espèce de course à l'intox pour créer du trafic amène à ce que c'est un tout à l'égout de l'information sur Internet, invérifiable, infondé, etc. Et quand on veut mettre un espèce de garde-fou, on a tous les journalistes qui nous attaquent en nous disant mais comment vous allez juger de notre travail, etc. Et donc cette problématique, voilà, est-ce qu'à un certain moment, il ne faut pas mettre un monitoring pour justement taper sur les doigts de ceux qui ne vérifient pas leur information? Moi, j'ajouterais, pas spécifiquement en réaction à cette question, que pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, que notre responsabilité fait que nous sommes amenés à prendre un certain nombre de précautions. C'est-à-dire que nous sommes dans un équilibre fragile. Nous sommes à la fois ouverts, critiques, nous sommes favorables à l'expression plurielle et faire en sorte que cette expression plurielle puisse être visible, mais en même temps, nous sommes amenés à prendre des précautions qui sont d'ordre déontologique et aussi à cause de notre responsabilité, parce que Alter Press, c'est un média qui est repris par d'autres médias, qui est repris à la radio, qui est repris dans les médias écrits, qui est repris à la télévision. Et quand on se trompe, c'est une catastrophe. Et il ne suffit pas pour nous de corriger, mais parfois, ça peut arriver aussi que ces autres médias qui ont repris notre information soient face à un droit de réponse. Et à ce moment-là, c'est difficile. C'est très difficile à gérer. Donc, voilà pourquoi nous sommes obligés de prendre des précautions et de soigner notre crédibilité. Parce que sinon, tout de suite, on devient peu crédible. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que ce média n'a plus d'impact ou l'impact nécessaire pour pouvoir faire son travail. Imaginez bien que nous n'avons pas accès à la masse, au grand public directement. Nous avons accès au grand public par l'intermédiaire des médias qui nous reprennent. Bon, bien, parce que quand même, les gens qui vont directement sur Internet, par rapport à la population, ne peuvent représenter qu'un pourcentage très relatif. Donc, c'est la radio qui répercute cette information, c'est les médias écrits traditionnels, et c'est pour ça que nous sommes dans le mixed média, dans les médias croisés.
Et donc, si jamais ces médias refusent de nous reprendre parce que notre information devient peu crédible, à ce moment, on a un problème. On a un problème majeur parce qu'on n'a pas d'impact sur le public. On n'arrive pas à toucher un public important. Et c'est pour ça que moi, je dis que c'est stratégique. La crédibilité pour nous est stratégique, mais ça relève aussi de la responsabilité de dire la vérité et d'être sûr que ce que nous véhiculons comme information est une information vraie. Monsieur, d'abord monsieur, et ensuite là-bas, et ensuite on va commencer à conclure. Et si vous voulez interagir encore dans la dernière partie, vous êtes les bienvenus. Okay, my name is Sonaran. I'm from Cambodia. Je m'appelle Sonaran, je viens du Cambodge. Vous avez dit qu'il fallait souvent vérifier la source, faire des revérifications. Et je voulais savoir en quelle mesure nous on pouvait utiliser des sources anonymes qui viennent des médias sociaux, si jamais le besoin s'en exprimait. Et comment expliquer ce besoin au lecteur afin que le lecteur ait confiance en ces informations. Les sources anonymes, c'est un problème par lequel nous sommes tout le temps confrontés dans les médias. Nous avons des règles qui réglementent donc c'est la publication d'informations de sources anonymes. Tout d'abord, le reporter doit avoir un contact direct avec la source anonyme, une réunion par exemple. Et deuxièmement, il doit être fortement impliqué au sujet dont il parle. Donc, par exemple, s'il s'agit de fuite d'informations ministérielles, par exemple, bien, il faut vérifier que la source travaille dans ce bureau, ce qui valide son accès aux documents. Et donc, ces exigences sont là pour veiller à la crédibilité de ces sources. Et cela est essentiel. Pour le journaliste, nous n'avons pas droit au compromis. Parfois, vous pouvez prendre contact avec une source anonyme par Internet, mais il faut creuser plus loin, il faut fonder une relation solide pour recueillir des informations solides. Et vous devez vérifier vous-même en tant que journaliste avant de prendre le risque de publier une source anonyme. Rédiger un article basé sur une source anonyme, là, vous ne pouvez rien faire pour obliger votre lecteur à vous croire. Ce ne seront pas des mesures qui feront ça. Cela vient avec l'expérience, cela vient avec la crédibilité, la réputation de votre média sur la durée qui fait qu'ils vous croient, qu'ils ont confiance en vous et que vous avez ce genre de lien. Nous avons ce problème en Égypte parce qu'il existe de très nombreuses sources qui travaillent dans des bureaux officiels, au ministère, les organes, etc. Et ils n'aiment pas s'exprimer à leur nom parce que cela pourrait leur poser des problèmes au travail. Nous rencontrons donc cette difficulté continuellement. Et plus vous prenez de mesures, bien sûr, vu la complexité du sujet sur lequel vous travaillez, votre réputation en tant qu'organisation médiatique fera que le lecteur a confiance que vous avez les bonnes informations qui viennent des bonnes personnes. Khalid de Syrie. En ce qui concerne la crédibilité. Je veux juste pour compléter ce qu'il vient de dire. Au Sénégal, nous avons certains groupes de presse donc, qui disposent au sein du même groupe de radio, de télé et de quotidien. Mais il arrive souvent qu'au sein d'un même groupe de presse, ils se démentent entre eux. C'est-à-dire que le quotidien vous fait une une sur un sujet, à 12 heures, la radio du même groupe va démentir la une du quotidien du matin. Ils sont du même groupe de presse.
Donc oui, la question de la source, on en revient à la question de la source, on en revient entre autres des sources anonymes, on en revient aussi encore une fois à la question de à quoi faisons-nous la course. Speaking of credibility, I'm responding to... À propos de crédibilité, je réponds à ce que disait mon ami égyptien tout à l'heure. Pendant la première phase de leur révolution en Égypte, ce qu'ont fait les médias, tout d'abord, c'est du live streaming de direct. Mais finalement, la vérité, on l'a retrouvée dans les comptes Twitter, etc. L'idée, c'était plutôt de dire, nous sommes tous des Khaled Saïd et la question est de savoir jusqu'à quand est-ce qu'on peut dire que on est crédible et que le journalisme est toujours crédible. Ce qui s'est passé en Égypte, en Syrie, au Yémen, à Bahreïn, puisque personne n'en parle d'ailleurs, mais en fait, c'est le fait qu'ils ont dévoilé le fait que le régime et que les médias, y compris les médias indépendants, soi-disant dans ce pays, mentaient depuis des décennies. Et je pense qu'il faut faire preuve de plus de modestie lorsque l'on parle des médias sociaux, parce que ce sont des gens qui étaient anonymes, qui sont toujours anonymes sur Internet, mais qui donnent des faits. Des faits. Alors, ils peuvent se corriger, évidemment, mais le processus suit son cours. Donc je m'adresse à personne en particulier, mais je ne peux pas accepter qu'il y ait des journalistes qui s'assoient, qui restent assis tranquillement et qui disaient bon, on ne peut pas faire confiance aux médias sociaux. Je pense qu'il faut tenir compte aussi de ces médias sociaux. Je crois que c'est la question qui se pose effectivement. Qu'est-ce que quand l'audience réagit, vous critique, remet en cause votre façon de faire du journalisme, le dit, c'est visible, c'est public. On le voit actuellement à Istanbul, les manifestations sont spontanées, remettent en cause évidemment le Premier ministre, mais pas que. C'est aussi une façon de remettre en cause la façon traditionnelle d'informer. Donc c'est la question aussi que vous posiez, monsieur. Comment vous réagissez à ce ras-le-bol de l'audience, parfois que quand on est journaliste, on reste trop dans son précaré et on ne s'adapte pas assez à la façon que l'audience voudrait voir, à ce que veut lire l'audience et la façon dont on enquête aujourd'hui qui est trop restrictive et qui ne prend pas assez en compte les réactions de la population. Moi, je dirais très brièvement que, en ce qui me concerne, je ne suis pas dans le rejet des mouvements sociaux. Je tiens à le préciser. Mais en même temps, il faut bien reconnaître que les rôles ne sont pas les mêmes. Les rôles sont différents, et même s'il s'agit dans les deux cas d'information. Et je me pose toujours cette question, et dans notre rédaction, on discute toujours de qu'est-ce que le public attend de nous. Est-ce que le public qui va consulter notre site Internet s'attend à ce que les fils Twitter soient reproduits tels quels sur notre site, ou bien les comptes Facebook soient relayés tels quels sur notre site? Je ne crois pas. Le public attend l'information, et je dirais l'information en tant que fait, et en tant qu'opinion sur les faits, mais en même temps en tant qu'explication. C'est-à-dire un plus que nous avons, je dirais, le devoir d'aller chercher, d'aller répercuter. Le public attend, je pense, de nous que nous ayons ce contact avec le terrain, que nous ayons ce contact avec les acteurs pour permettre de faire remonter une réalité qui est la réalité que vivent ces gens tous les jours, au quotidien. Et donc, dans ce sens-là, et je répète, pour moi, c'est ça ma conviction, nous pouvons travailler avec les réseaux sociaux, et dans ce sens, je pense que nous sommes dans un partenariat pour faire avancer l'information. C'est-à-dire que chacun dans son rôle, nous essayons de faire avancer les choses. Et pour qu'il y ait, disons, une meilleure
informations disponibles. Maintenant, dans notre cas, ça nous arrive de nous tromper. Et quand nous nous trompons, nous corrigeons. Et nous le faisons de manière, je dirais, assez explicite. Et bon, bien entendu, diplomatiquement, si on peut parler ainsi, mais explicite, pour dire que cette information que vous êtes en train de lire a été corrigée. Ou, pour moi, c'est la moindre des choses. Et c'est ce qui contribue, je dirais, à la crédibilité du média. C'est-à-dire que quand il y a un problème sur un chiffre, quand il y a un problème sur le nom d'une personne, quand il y a un problème sur un lieu, ce qui sont des éléments, je dirais, constitutifs de l'information, des éléments de base, on n'a pas d'autre choix. Et il faut corriger, et dans notre cas, nous corrigeons, et nous disons que bon, cette information que vous êtes en train de lire a été corrigée. Elle a été publiée hier, et aujourd'hui, elle a été corrigée. Nous précisons ça, de manière à ce que le public sache que, enfin, c'est aussi une manière pour moi d'être transparent et de faire participer aussi le public, pour dire que nous ne sommes pas détenteurs de l'information, nous sommes acteurs de l'information, nous ne sommes pas des détenteurs définitifs de l'information, et que chacun dispose d'une partie que nous recherchons et que nous essayons de recoller pour avoir, je dirais, pour essayer de reconstituer cette réalité. Merci. Est-ce que vous pouvez faire un bilan des 2 années qui se sont écoulées depuis les révolutions arabes et le chemin que vous avez parcouru par rapport à ce qui est remonté pendant les révolutions chez vous, et les grandes pistes que vous avez mises en place pour mieux interagir sans doute avec votre public? Of course, during the last. Cela va de soi, au cours de ces 2 dernières années, la situation est restée très instable, marquée par l'instabilité en Égypte, mais il me semble que les médias traditionnels ont probablement bénéficié de cette révolution. Nous avons beaucoup plus de liberté que nous n'en avions sous Moubarak, et nous sommes davantage... nous pouvons contester le régime existant de manière beaucoup plus libre. En fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous avons des nouveaux emplois qui sont apparus. Au-delà de la rédaction, on est passé d'une pensée impression avec des dates à tenir, des horaires à tenir, un calendrier, etc. Même chose par rapport à la diffusion d'informations à la télé 24 heures sur 24, etc. Il y a des nouveautés maintenant, les choses évoluent. On a des médias sociaux, on a une équipe plutôt qui est totalement dédiée aux médias sociaux, qui travaille 24 heures sur 24 et qui suit ce qui se passe sur les médias sociaux, soit en faisant la promotion de nos propres informations, ou alors en scannant, en suivant ce qui se passe pour réagir comme bon nous semble, si on a l'impression que quelque chose s'est passé. Ensuite, nous avons des gens qui s'occupent des alertes, des breaking news avec ce service SMS. Nous avons également une diffusion 24 heures sur 24 avec des équipes multimédia qui proposent des informations ou des vidéos régulièrement. Ça, c'est un certain nombre des changements qu'on a connus. Ce qui n'a pas changé toutefois, c'est la manière dont on travaille, finalement. On a toujours les mêmes règles. On continue d'essayer de ne rien publier sans savoir. Et évidemment, il y a cette course. On essaie de publier les choses plus vite que nos concurrents. Mais nous, ce n'est pas l'approche qu'on retient. Il n'y a pas de course à la vitesse. On essaie de vérifier les informations au maximum avant de les publier, quoi qu'il arrive. Pas de fuite en avant. Ce qui est important, c'est de dire que, en effet, les révolutions
sont un moment exceptionnel dans l'histoire d'un pays, mais en fait, et je parle de la situation égyptienne évidemment, les gens qui sont confrontés le plus directement aux dangers de l'ancien régime et ceux qui craignent Moubarak, ministre de l'Intérieur, etc., ce sont les médias traditionnels et non pas les médias sociaux. Parce que les médias sociaux, eh bien, oui, en effet, ça représente une partie très importante. Brahim Haïssa qui va être bientôt jugé, Abdelrahim qui va être aussi jugé, celle qui les fait mène, etc. Mais dans la plupart des cas, il y a un certain nombre d'événements qui ont eu lieu, mais ce ne sont pas... alors, il peut y avoir une page sur telle ou telle affaire, on peut faire la promotion de telle ou telle révolution, on peut prendre un certain nombre de mesures, évidemment, mais si on regarde les choses maintenant, 2 ans plus tard, que s'est-il passé? Il y a un certain nombre de débats qui sont terminés. Ce n'est pas un centre d'information. Donc, il nous faut faire la différence, le distinguo entre 2 choses. Voilà. Merci, entre les deux. La révolution médiatique en général. Moi, je trouve que c'est très intéressant d'abord qu'on puisse vérifier l'information, etc., et qu'on se serve des réseaux sociaux pour aller chercher de l'information, qu'on la dissèque, voilà, ce sont des relais. Mais j'ai l'impression qu'on est toujours dans cette... Et c'est difficile d'en sortir, j'en conviens, parce que c'est difficile de concilier à la fois les principes du journalisme et en même temps une évolution qui est une évolution très profonde. Mais on est toujours dans un système qui est un système du journalisme vertical. C'est-à-dire qu'on se sert des réseaux pour faire remonter l'information, qu'on vérifie et qu'ensuite on dispense de façon, entre guillemets, autorisée aux gens. Mais l'apport formidable des réseaux sociaux, qu'il est difficile de contrôler, c'est que c'est un journalisme, entre guillemets aussi, il faut le définir avec toutes les difficultés que ça a, mais qui est un journalisme horizontal. C'est très compliqué à concilier, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais c'est ça qui vit aujourd'hui. Et par conséquent, évidemment, on sent bien qu'il y a une difficulté d'évolution des médias traditionnels sur ce terrain-là, mais c'est une évolution, si on ne la prend pas en compte, qui va nous conduire à notre perte. Oui, ça dépend évidemment des pays. Moi, je ne pourrais pas répondre à la place. Étant en France, c'est aussi un changement de culture auquel tous les journalistes font face. Et voilà, c'est assez universel finalement comme thème, le changement de culture print au numérique. On pourrait en parler longuement. C'est vrai que ce n'était pas tout à fait l'objet du débat, mais ce grand thème brasse énormément de sous-thèmes. Je vais vous remercier tous. Je vous engage, et surtout nos panélistes qui ont bien voulu s'expliquer, et ce n'était pas évident. Je vous engage à continuer la conversation en ligne et à l'extérieur, où on aura peut-être un tout petit peu moins chaud. Dites merci vraiment à nos 3 intervenants.